Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des chefs d'entreprise qui peuvent se casser la figure, connaître un échec. On va en parler avec le rebond entrepreneurial et on en parlera avec Olivier Kerr. Il est le coordinateur national des rebondisseurs français avec un événement prévu le 17 octobre prochain. Ce sera au ministère de l'économie et des finances. Le cercle RH, les jeunes face au marché du travail, la grande désillusion. On fera le point à travers deux études passionnantes. Alexandre Navarro sera avec nous, directeur associé chez Robert Walters, et Dominique Largot, délégué régional APEC Île-de-France. Ils ont tous les deux des études et qui nous montrent que les jeunes sont désengagés. On en parlera dans le débat. Et puis enfin, pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, service à la personne, comment contrer la pénurie de main-d'œuvre? On fera le point avec Jean-François Auclair. Il est le directeur général d'O2 qui appartient au groupe WeCare. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de vous chef d'entreprise qui avez connu, comme on dit, des hauts et des bas, des moments de réussite et puis des gros moments de galère et de trous d'air. Et vous avez peut-être croisé les rebondisseurs. Bonjour Olivier Kerr. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le coordinateur national des rebondisseurs français. D'abord, un mot sur l'association, la structure, pour bien comprendre ce que vous faites, parce que le 17 octobre prochain, je le redis, grand événement. Environ, vous l'espérez, 200 chefs d'entreprise qui seront au ministère de l'économie et des finances. Les rebondisseurs, c'est quoi? C'est tendre la main à ceux qui se cassent la figure? Alors, c'est tendre la main à ceux qui se cassent la figure, oui, mais surtout faire changer de regard sur ce qu'est le rebond entrepreneurial. C'est-à-dire que c'est d'alerter les chefs d'entreprise en leur donnant des outils sur le rebond, ça s'anticipe et il y a plein de choses qui peuvent nous amener dans une vie d'entrepreneur à rebondir, indépendamment de ce qu'il y a de plus dramatique, qui est le dépôt de bilan pour un entrepreneur. Donc l'idée, c'est de banaliser le discours sur le rebond. On considère, nous, il faut en faire un must-have du chef d'entreprise, en fait, le rebond entrepreneurial. Il y a de la valeur économique en le dédramatisant. Et donc, on réunit dans l'association une communauté de 4500 entrepreneurs, et 200 adhérents actifs qui participent aux événements sur le territoire, sur l'ensemble de la France. Concrètement, pour qu'on comprenne bien la cible, ceux qui poussent la porte de votre structure associative, parce que c'est sur la base du bénévolat, vous êtes bénévole, absolument. Vous êtes vous-même chef d'entreprise à La Rochelle, c'est des chefs d'entreprise qui viennent vous voir quand la carie a détruit là-dedans, ou ils viennent vous voir quand ça commence à faire un tout petit peu mal? Alors, on a les deux, je dirais même les trois. On a des gens qui sont convaincus, alors que tout va bien, que se poser la question du rebond est plutôt quelque chose de bon sens. Donc, on a des adhérents qui sont en pleine réussite dans leur entreprise et qui viennent en se disant, il faut que j'anticipe le fait qu'à un moment donné, surtout dans le contexte actuel, je pourrais avoir une difficulté qui peut être une difficulté économique, une difficulté de santé. Donc c'est de la prévention, là. C'est de la prévention. On a des gens qui ont rebondi, donc qui sont passés à une autre activité. Et encore une fois, ils ont pu rebondir d'eux-mêmes en anticipation et qui veulent porter ce message-là et le partager auprès d'autres. Et puis on a en effet des gens qui poussent la porte, parfois un peu tard. Et là, c'est pas forcément nous qui allons les accompagner dans le côté opérationnel, mais c'est de mettre à disposition toute la communauté et l'expérience des chefs d'entreprise. Les chutes qui font parfois basculer vous avez été chef d'entreprise, vous l'êtes toujours, vous n'avez pas connu d'échec. Vous avez arrêté une activité de cabinet RH en prenant votre décision. Et vous avez rouvert un autre business, comme on dit. C'est ça. Alors, en fait, je vais parler de l'échec, il existe, mais l'échec, il a un côté définitif. Nous, on pense que l'échec, il n'est pas définitif, et c'est l'idée du rebond. Il permet de rebondir. De grandir. Le choix que j'ai fait, ça faisait 15 ans que j'étais investi dans un cabinet RH qui était en plein développement, une forte rentabilité. Et j'avais un associé qui avait 73 ans, Yves, et le projet, depuis le début, c'était que je finisse de racheter les parts d'Yves pour être 100% aux commandes. Et puis un jour, j'ai réalisé que c'était mettre en danger l'ensemble de la structure et me mettre en danger. Et contrairement à ce qu'on avait mis en place fiscalement, juridiquement depuis 10 ans, j'ai dit, je pense qu'il ne faut pas que je reprenne. Incroyable. Je pense qu'il faut vendre la structure. Mais ce que vous nous racontez là, vous le racontez sous forme de mentorat à ceux qui poussent la porte. Il y a beaucoup d'échanges, j'imagine. C'est exactement l'idée, c'est de poser des moments d'échange. Par exemple, ce matin, on était en visio pour ce qu'on appelle le café du rebond, où il y a les entrepreneurs adhérents de l'association qui se retrouvent pour partager des points d'actu. Certains levaient la main en disant, tiens, j'ai telle situation qui me préoccupe aujourd'hui.
aujourd'hui, est-ce que d'autres l'ont vécu, et de venir partager, croiser des regards. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en commun. Donc j'allais dire, j'ai un parcours banal de rebondisseur classique. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'à travers le fait de le mettre en mots, de le déposer au milieu de la table virtuelle en l'occurrence, ça permet quoi? De prendre de la distance, d'avoir un regard éclairé d'un collègue entrepreneur qui dit mais j'ai vécu la même chose, attention, c'est ça l'idée? C'est l'idée, et au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est de le banaliser pour permettre à quelqu'un qui serait, comme vous l'évoquiez, au début des signaux faibles, de se dire oh là, il y a des gens qui sont passés par là, il faut que je réagisse maintenant, que je mette des choses en place maintenant, sans forcément m'entêter parce qu'on le banalise. Le mot échec, pour le parler, pour un certain nombre, il a un côté définitif et personne n'a envie d'assumer un échec en tant que tel. Et nous, on pense que d'en parler, c'est aussi se donner les moyens de rebondir. Olivier, vous êtes passionné et j'imagine que cette passion, vous la transmettez. Ça donne aussi de l'énergie et de la force parce que parfois on est down. L'événement du 17 octobre, d'un tout petit mot, c'est au ministère de l'économie qui vous ouvre ses portes. C'est pas rien quand même. C'est ça, on organise la deuxième journée que nous on appelle du rebond entrepreneurial, parce que justement on crée cet événement pour la deuxième année et le ministère de l'économie et des finances nous accueille cette année. On veut réunir 200 chefs d'entreprise avec une keynote par exemple avec Michel Coury qui va venir nous parler de son expérience. L'échec, c'est de l'entraînement. Donc l'idée, c'est de réunir 200 chefs d'entreprise, à la fois d'amener des exemples, des situations, des témoignages d'entrepreneurs. On va avoir David Corona, ex du GIGN, sur la gestion de crise. Donc il va y avoir des choses très pratico-pratiques. Donc on veut donner ces outils aux chefs d'entreprise, mais aussi créer du lien et de l'échange entre pairs en se disant, bah voilà, rebondissons ensemble, quoi. Merci Olivier Kerr pour ce magnifique rebond qu'on a partagé ensemble. L'association, elle a un site internet. Allez voir les rebondisseurs national ou français d'ailleurs. Les rebondisseurs français. Oui. C'est le site internet et allez vous inscrire peut-être pour adhérer et partager à ces moments d'échange qui sont très très riches. Merci Olivier Kerr de nous avoir rendu visite et rendez-vous le 17 octobre prochain au ministère de l'économie et des finances. Les portes sont grandes ouvertes. Hein. Absolument, il y a encore des places disponibles sur le site. Vous êtes donc les bienvenus. On tourne une page, c'est le Cercle RH et on parle du marché du travail. Des jeunes, la relation des jeunes au travail, plus largement d'ailleurs. Des étudiants qui finissent leurs études et qui ressentent quelques angoisses à se jeter dans le monde du travail. Que se passe-t-il? Des engagements, des missions, des jeunes qui partent vers l'entreprise. On en parle tout de suite avec nos invités, c'est le Cercle RH. Le Cercle RH pour parler du marché du travail et les jeunes. Alors à la fois les étudiants et puis ceux qui sont déjà engagés sur le marché du travail. Quel est leur ressenti, la manière dont ils pensent leur travail, la relation aussi avec leur manager, le sens, leur envie de s'engager. Ça c'est un grand sujet. L'engagement d'ailleurs est transversal et pas uniquement aux jeunes. On en parle avec des experts de ce sujet. Dominique Largot, ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes déjà venu. Absolument. Délégué régional APEC Île-de-France avec une étude justement autour de cette relation des jeunes et du travail. On en parlera avec vous, c'est une étude APEC. À vos côtés, Alexandre Navarro, vous êtes directeur associé chez Robert Walters. Vous aussi, vous avez sous le bras une étude qui s'emboîte bien d'ailleurs avec celle de l'APEC sur, j'allais dire, la grande désillusion des jeunes face au travail. Il y a le sens, il y a le salaire et il y a l'intérêt des RH et des managers pour ces jeunes en particulier. Et avec nous, nous avons Arnaud Muret. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Tout à fait. Vous êtes le directeur général de l'OPCO EP, oui. Avec une étude réalisée avec le CEREC sur l'intégration des jeunes et des alternants, parce que vos enjeux dans les OPCO, c'est les alternants. Combien d'alternants formés au sein de votre OPCO? Alors en 2023, pas loin de 190 000. 190 000. Avec des études quali, puisqu'on va revenir sur les études de l'APEC et de Robert Walters, mais avec du quali sur la relation de ces jeunes alternants à leur entreprise, parce qu'on sait que certains s'en vont, ils vont pas au bout de l'histoire parfois. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce qu'on regarde avec beaucoup d'attention, c'est finalement ce passage de l'alternance à un contrat complètement pérenne, puisque les alternants ont un contrat de travail. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment, dans la durée, finalement, est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils bougent vers d'autres métiers. Et notre étude montre qu'en réalité, ils restent. Ils restent. Et c'est ça l'excellence. En majorité. C'est plus que la majorité. Plus que la majorité. Oui. Côté APEC,
Et côté Robert Walters, c'est intéressant parce que à l'APEC, votre titre, c'est 7 étudiants sur 10 jugent le monde du travail à la fois injuste et stimulant. Et chez Robert Walters, on en a 42% de ces jeunes interrogés, jeunes professionnels, on ne parle pas d'étudiants, qui se sentent désengagés au travail. Les deux s'emboîtent bien, non, Dominique ? C'est assez intéressant de voir que les jeunes ont à la fois un peu peur de rentrer sur le marché du travail et en même temps ils voient quand même des enjeux et des intérêts non négligeables. Et c'est vrai que c'est peut-être un premier élément de réflexion pour les RH, c'est comment on explique l'entreprise de l'intérieur, comment on démystifie la vision que peuvent avoir les jeunes de l'entreprise, parce que le côté angoissant, injuste, ça se travaille. Et c'est peut-être le premier enjeu pour avoir des talents qui restent, qui s'installent dans l'entreprise. 42% se sentent désengagés selon votre étude. 35% estiment que le premier facteur influençant leur engagement est l'intérêt. Donc on en revient au sens, qui est un grand débat qui nous traverse tous, et en particulier les jeunes. Qu'est-ce qui se passe chez les jeunes ? Ils sont plus exigeants que nous, finalement ? Ils ont plus d'exigences ? Alors non, tout simplement. Alors déjà, normalement, le salaire a toujours été le premier levier. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Cette fois-ci, la quête de sens arrive, pour une fois, en première position dans les raisons de ce désengagement. Non, ce qu'ils veulent tout simplement, c'est comprendre pourquoi ils font les tâches et quel est l'impact qu'ils vont avoir au quotidien dans leur travail sur les résultats de l'entreprise, quel est l'impact qu'ils vont avoir sur les performances. Et aujourd'hui, ils ont plutôt l'impression d'être assez court-termistes, finalement, dans les objectifs qui leur sont donnés, dans les tâches qui leur sont données. Il y a un point commun dans vos études. Alors, dans votre étude, c'est quand même le salaire qui reste en tête, je crois, à 26%. C'est ce qui nous différencie. Ça vous différencie. Ils sont très proches, le sens et le salaire, mais chez vous, c'est le salaire. Oui. C'est-à-dire, globalement, on embauche un jeune. Peut-être que les profs leur ont fait croire dans leurs écoles successives qu'ils allaient démarrer à 75 000 euros par an. Et puis, tout d'un coup, ils déchantent, les salaires sont plus bas. On leur demande beaucoup, la charge de travail est plus importante. C'est ça aussi la difficulté. Oui, c'est la difficulté, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est la méconnaissance en fait de ce qui les attend dans le marché du travail. Et ça, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire pour que et à la fois à l'université et à la fois côté entreprise. L'entreprise rentre dans l'école. Oui, ou accueille des jeunes. On peut très bien imaginer des immersions avant de commencer un emploi. Des profs même, ça serait pas mal. Les profs aussi, pourquoi pas. Alors, non, mais ça relève pas de la responsabilité de l'APEC. Alors que les immersions, oui. Vous pouvez le faire. On peut tout à fait le faire et ça me paraît être assez sain, en fait, d'ouvrir les portes des entreprises pour que justement on démystifie un peu cette vision. Mais vous le faites, vous, Arnaud Muret, à travers l'alternance, puisqu'en fait, c'est un sas avant l'entrée définitive dans l'entreprise. Alors, oui, complètement. Et c'est un sas qui s'est franchement ouvert depuis maintenant 4-5 ans, puisque on a coutume de dire qu'il y a quasiment 1 million de jeunes qui passent par les voies de l'apprentissage. Moi, si je me positionne par rapport à l'OPCO-EP, où c'est un peu moins de 200 000 par rapport à ce million, ce qu'on observe, en fait, c'est que ces jeunes apprennent l'entreprise à travers l'alternance. Par rapport à votre question du départ, ce qu'on observe aussi, c'est 80% d'entre eux prolongent dans les faits, donc sur des métiers comme préparateur en pharmacie, coiffure, c'est plus de 80%. Et ce que l'étude montre aussi avec le CEREC, c'est que ce sont des emplois qui sont non contents d'être pérennes, les gens ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on peut constater sur un certain nombre d'autres types de formations, exactement ce que vous disiez, madame, c'est que ceux qui arrivent par la formation initiale vers nos métiers, au bout de quelques temps, ils rebougent comme s'ils ne trouvaient pas leur place. Tandis que ceux qui sont passés par la voie de l'alternance, se projettent bien dans l'entreprise, en acceptent les codes. Parce que bien intégrés avec ce SAS, avec ces années de préparation qui les lancent dans l'entreprise. Ils connaissent les codes, la politique même d'ailleurs. Exactement, la pénibilité parfois du métier. Et donc tout ça est accepté, intégré au cours de leur cycle de formation. Un mot sur vos études, parce que là, elles corroborent, elles se rejoignent, c'est l'absence réelle, au-delà des mots, de l'entreprise à l'égard de ces jeunes. Alors, je ne veux pas les communautariser, mais l'air de rien, ces jeunes, ils sont là, ils représentent une tranche d'âge, une manière de vivre, de travailler. Et dans vos deux études, c'est que globalement, les entreprises, je vous cite, sont trop peu attentives, et c'est la même chose chez vous. Comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est aussi un phénomène qui dépend de l'activité économique et géopolitique. On a connu 2 très belles années post-Covid pendant lesquelles les entreprises ont rivalisé d'ingéniosité pour attirer des talents, retenir des talents, valoriser les talents. Il s'avère que depuis le début de l'année 2024, l'activité s'est quand même tendue. Et pour ces raisons, la société et les sociétés se sont, on va dire, plus refocalisées sur leurs résultats, sur leurs performances, mettant ainsi un peu plus de côté la valorisation des collaborateurs qu'ils avaient pu faire sur 2021 et 2022.
Et forcément, cette tension, cette crainte est ressentie par les jeunes. Mais finalement, même pas que par les jeunes, on peut aussi... On l'a traité sur d'autres catégories d'âge. Exactement, là on en parle pour les jeunes, mais je pense que toutes les catégories de la société sont concernées. Et qu'aujourd'hui, justement, cette perte de sens vient du fait qu'ils se sentent un petit peu moins valorisés, un peu plus dans la crainte de l'avenir, et ils ressentent un peu les tensions et les pressions qu'ils peuvent ressentir au quotidien. Même chose chez vous, quand même, cette idée que les services RH vont pas assez loin, j'allais dire, dans les offres. Alors, côté Robert Walters, il y a quand même toujours l'idée de la rémunération, si on l'augmente, ils ont plus le sourire. La promotion et l'évolution, parce que c'est aussi donner des perspectives aux jeunes. Absolument. Ça ressort dans votre étude. Oui. Globalement, on les cantonne un peu à leur statut de jeune, quoi. Fais tes classes et on verra après. Non, mais c'est un peu vieille école ce que je dis, mais c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Et c'est justement ce qui fait la différence avec l'alternance et avec les jeunes qui sont rentrés par le biais de l'alternance. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne connaissent pas les codes de l'entreprise, qu'ils ne connaissent pas le cadre légal de ce qu'ils peuvent faire, pas faire, et qui n'ont pas de personnes repères, de personnes référentes dans l'entreprise. Typiquement, tout ce qu'il y a, en fait, quand on est en apprentissage, on a un maître d'apprentissage, on a du coup signé un premier contrat de travail. Enfin, il y a des choses qui sont accompagnées dans le cadre de l'apprentissage qui ne le sont pas du tout dans le cadre d'un contrat classique. Et en fait, c'est aussi ce que reprochent les jeunes en entreprise. Je précise qu'on parle de la santé mentale, mais on parle beaucoup des enjeux de santé mentale chez les jeunes et ils réclament, alors c'est le 3e item dans votre étude, mais des dispositifs de bien-être. Le mot est un peu impropre, mais globalement, c'est quoi? Comment vous le voyez? Parce que vous les avez examinés, ces jeunes qui restent dans l'entreprise, s'engagent dans la boîte, font durer leur emploi. Qu'est-ce qu'ils réclament, ces jeunes qui ont vécu l'alternance et qui s'engagent? Ce qu'ils réclament beaucoup, finalement, c'est une forme de reconnaissance. Ils l'ont dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a encore eu une manifestation très importante à Lyon il y a quelques semaines, qui était le World Skill, qui était une reconnaissance au niveau mondial des meilleurs dans ces disciplines-là. C'était remarquable, ça donne une fierté. Et en fait, ça rejoint la discussion finalement, quelle est ma place dans la société? Comment l'entreprise, quelle image me renvoie-t-elle? Est-ce que je suis quelque part... C'est vrai pour les métiers manuels en particulier. Exactement. Ah oui. Est-ce que je monte dans le train avec tout le monde, mais est-ce que je suis sur le strapontin ou est-ce que j'ai complètement ma place? Et en fait, il y a une question qui est derrière, c'est qu'à travers la période finalement d'alternance, il y a toute une codification du savoir-être aussi qui se met en place. Et ce savoir-être, l'entreprise qui accueille un jeune, des fois, elle n'est pas toujours préparée à ce choc générationnel où finalement... Donc ça donne le temps aussi à chacun de s'apprivoiser. Je pense qu'il y a une forme... Exactement, c'est le bon terme. Il y a un besoin de se connaître. Et toutes les sociétés n'ont pas tous les jours des wagons de jeunes à accueillir. Et donc, l'arrivée d'un nouveau collaborateur, ça crée toujours quelque chose. Donc, c'est de part et d'autre pour apprendre à se connaître. Avec des rituels, avec des manières d'utiliser le numérique, de regarder son téléphone qui parfois peuvent agacer, mais il faut évidemment s'habituer. C'est très juste. Non, mais c'est vrai. Non, mais complètement. Je me tourne vers vous parce que côté APEC, il y a les cadres, l'accompagnement des cadres leur permettre de s'épanouir, de rebondir. Mais il y a aussi ceux qui créent leur boîte chez les jeunes. Et on voit que de plus en plus de jeunes veulent créer leur boîte tout de suite. Est-ce que c'est pas un peu le contrepoint de ce qu'on se raconte? Ils ont un peu peur de l'entreprise. Et ils créent leur espace de liberté en créant leur boîte. En tout cas, ce qu'ils recherchent, c'est une forme d'agilité et de souplesse dans l'organisation de leur vie. Liberté, quoi. Alors, liberté, pas forcément, parce que quand on est créateur d'entreprise, on n'est pas forcément très libre non plus. Mais en tout cas, de la souplesse, ça c'est sûr, dans l'organisation de leur vie. Et c'est un des éléments qui ressort de notre exposition immersive et notre analyse du marché du travail, c'est ce travail de plus en plus hybride entre des travailleurs indépendants, un temps salarié, on change, ou les deux à la fois. Les deux à la fois, absolument. Et c'est vrai que ça interroge beaucoup les entreprises parce que c'est assez nouveau comme phénomène. C'est un choc. Et ça interroge beaucoup le management aussi, les pratiques managériales en général, puisqu'on a eu un échange tout à l'heure sur les petites entreprises qui n'ont pas forcément un manager, mais c'est les pratiques en général, les pratiques managériales. Et c'est vrai que c'est pas simple pour l'entreprise, quelle que soit sa taille, de comprendre ces transformations et de l'intégrer dans son mode de fonctionnement, parce que forcément c'est plus compliqué aussi. Je donne la parole à Arnaud Muret, mais parce qu'il y a aussi, j'imagine, chez ces jeunes qui font de l'alternance, qui se forment techniquement, qui vont créer leur entreprise, leur magasin, leur boutique. Comment vous regardez ce sujet qui est un peu sociologique? C'est-à-dire, on a moins envie d'aller dans l'entreprise
et on a quand même de plus en plus envie de créer sa boîte. En fait, ce que je regardais surtout, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. En fait, ça. aujourd'hui, dans ce qu'on regarde, c'est pas uniquement un bien-être au travail, c'est pas forcément quelque chose de festif qu'on va rechercher, mais surtout un équilibre vie pro, vie perso. Et je rejoins et je rebondis sur la reconnaissance. La reconnaissance ne passe pas forcément que par la mise en place d'outils Non. festifs dans une société. C'est de laisser avoir de l'espace. Exactement, c'est de laisser avoir de l'espace, de l'autonomie et en effet de la responsabilisation. Arnaud Muret, là l'étude est passionnante parce que ils créent leur boîte ou ils restent dans l'entreprise comme salariés en contrat de travail. Alors, sur le champ que je couvre, c'est un petit peu particulier, c'est Bah le champ de l'artisanat. Bah oui. Et l'artisanat, dans beaucoup, vous Ils créent commencez leur- d'abord par l'alternance, vous démarrez comme C'est ça. employé, mais en réalité, le chef d'entreprise ne perçoit pas le jeune seulement comme un employé, il se dit que c'est peut-être lui qui demain va reprendre sa structure. oui. Donc, il y a de la part du chef d'entreprise une vraie bienveillance. Parce que lui-même est passé par le même parcours. Il sait que parmi eux, certains vont soit reprendre sa boîte, soit ils crieront à côté leur propre société. On le voit même de plus en plus, c'était dans l'échange informel qu'on avait, c'est que des gens qui avaient historiquement, qui avaient fait des bons bacs, qui avaient fait des filières, quasiment des bonnes licences, qui d'un coup viennent vers les métiers de l'artisanat, C'est vrai. ça nous surprend à chaque fois, mais quand on discute avec eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils acquièrent des savoir-faire et que demain, ils seront certainement un chef d'entreprise. Donc, ils feront un brevet Et bien professionnel. rémunéré. Et bien rémunéré. Il faut le dire. Dans une région, et il y a le côté où je peux exercer mon métier dans la région où je souhaite. C'est exact. C'est-à-dire, je suis breton, je peux peut-être aller m'installer en Bretagne. Pas me concentrer sur les grandes agglomérations, Exactement. les métropoles. Exactement. Et donc ça, c'est un enjeu de liberté aussi, de cadre de vie. Exactement. Et ça revient à l'échange qu'on avait sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi. Côté APEC, on a entendu immersion des jeunes étudiants. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ces jeunes chez Robert Walters? Parce que vous parlez surtout aux entreprises plus qu'aux jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites aux entreprises que vous rencontrez qui cherchent la perle rare? Justement, l'exemple est bon, c'est que là, on forme des alternants avec une vraie projection sur l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas dans l'immédiateté, on les forme en disant tu seras peut-être le futur patron, tu seras peut-être celui qui va reprendre cette société. Et aujourd'hui, les jeunes, c'est ça qu'ils attendent. Et les entreprises, c'est ça qu'on leur invite à faire, en fait. Donner de la perspective avec des étapes, des steps, différents lieux de passage et compétences à acquérir pour pouvoir obtenir l'évolution qu'ils souhaitent, mais donner de la visibilité. Ça, c'est le plus important. Merci à vous trois. Merci à vous, Dominique Largot, avec cette étude qu'on peut retrouver sur le site de l'APEC autour APEC de ces jeunes. ouais, APEC Corporate. Merci à vous, Alexandre Navarro, avec votre étude. Vous ne l'aviez pas sous le bras, vous, en l'occurrence, mais vous l'avez en tout cas sur le site de Robert Walters. C'est important. Vous êtes directeur associé. Et puis, je remercie Arnaud Muret de cette étude qu'on peut la retrouver chez vous et sur le site du CEREC. Oui, et de l'OPCO-EP. Et de l'OPCO-EP, très détaillé sur l'évolution de ces alternants et la manière dont ils prolongent leur formation par un emploi, on l'a entendu, pérenne. Merci à vous trois, c'était un vrai plaisir Merci à vous. de partager ce moment. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle là aussi d'emploi, de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs et les métiers, notamment de l'aide à la personne. On en parle avec un expert de ce sujet. Fenêtre sur l'emploi pour parler du secteur de l'aide à la personne. Alors, c'est un secteur qui est sous tension, on le sait depuis des années, et on en parle avec vous, Jean-François Auclair. Vous êtes le directeur général d'O2. Alors, O2, qui est une marque qui appartient au groupe WeCare, qui a envie, on peut le dire, de devenir le leader mondial de l'aide à la personne. C'est ça l'objectif, en 2035. C'est l'objectif en 2035 d'être leader mondial des services à la personne. Donc, les voitures passeront à l'électrique en 2035 et vous serez leader mondial. Et on sera le leader mondial des services à la personne. On est d'accord. Vous reviendrez nous en parler, mais aujourd'hui, il y avait un énorme plan de recrutement parce que pour devenir le leader mondial, il faut recruter. 3500 personnes entre juin et octobre, nous y voilà. Le bilan, positif, compliqué? Il manque encore un gros millier de personnes sur un peu plus de nos 500 agences, puisque O2, c'est un peu plus de 500 agences en France. Et donc, il manque encore un millier de personnes. Donc, tous les jours, on recherche, on poste des annonces, on reçoit des salariés dans toute la France pour pourvoir les besoins de nos clients qui sont sur nos différents marchés, l'entretien du domicile, ménage, repassage, la garde d'enfants, et puis l'aide aux personnes âgées et handicapées. Et sur ce métier-là, notamment les auxiliaires de vie, il y a une pénurie folle en France. Mais parce que pas de diplôme, pas de femmes diplômées, parce que métier pas assez rémunéré par rapport aux contraintes, mettons les pieds dans le plat. Alors, plusieurs points pour répondre à votre question. Pas assez de monde formé. Et en fait, les services à la personne
Oui, on cherche nous, mais on est en concurrence avec des associations, avec des EHPAD qui cherchent les mêmes profils. Et en fait, aujourd'hui, le système français ne forme pas assez d'auxiliaires de vie. Dans les 5 ans qui viennent, rien que sur ce métier d'auxiliaire de vie, il faut 30 000 personnes de plus pour accompagner le vieillissement de la population. Et aujourd'hui, on les a pas. On est déjà en pénurie à date et le système de formation ne forme pas assez. Et pour moi, c'est un des enjeux de la société française de former ces personnes. Mais ça veut dire que vous devez prendre votre destin en main. Il y a beaucoup de grands groupes, et le vôtre en fait partie, qui se disent on va créer nos centres de formation, on ne va pas attendre que l'État forme. Alors ça tombe bien, notre destin, on l'a pris depuis un bon moment. Donc on a à la fois un organisme de formation intégré, qui est une société qui s'appelle l'Académie des services à la personne, qui existe depuis 2006. Et maintenant, depuis un peu plus de 3 ans, on a créé le CFA WeCare. Donc on forme des apprentis au métier d'auxiliaire de vie. Et malgré tout, ça ne suffit pas. Et malgré tout, ça ne suffit pas parce qu'en fait, on a un sujet d'attractivité vers ces métiers. Vous voyez, on pensait beaucoup qu'avec le Covid, ces métiers, ils ont été beaucoup mis en avant. Il y avait les métiers, effectivement, infirmiers, médecins, etc. Mais les auxiliaires de vie ont été vraiment mis en avant. Et on s'est dit, ça va susciter des vocations. Et en fait, on ne les a pas eues. Et aujourd'hui, on forme, mais c'est en dessous du besoin du marché. Un mot quand même sur les rémunérations, parce qu'elles ne sont pas uniquement liées au choix du groupe qui emploie le salarié. Pour y voir plus clair, vous êtes tenu aussi à des marchés, à des prix qu'on vous fixe. Comment on réinvente le modèle? Parce qu'on le rend plus attractif quand on dit aux personnes, on vous paiera plus. Oui. Alors, sur les marchés de la garde d'enfants ou de l'entretien du domicile, on est libre, il n'y a pas de réglementation. Il y a quand même et donc, il y a une convention collective, évidemment. Et chez O2, on est bien au-dessus de la convention collective. On offre des tickets restaurants, ce qui n'existe pas vraiment dans notre secteur. C'est vrai. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'on apporte. On le donne aussi aux auxiliaires de vie, évidemment. Mais sur le métier de la dépendance, vous êtes soumis à des tarifs qui sont mis en place par les conseils départementaux. Et ces financements font que vos marges, elles sont extrêmement limitées. Et comme elles sont extrêmement limitées, vous n'avez pas de marge de manœuvre très importante. Vous êtes sur un SMIC plus 10%, mais vous ne pouvez pas aller au-delà, sinon il n'y a plus de rentabilité pour l'entreprise. Un mot avant de nous quitter, parce qu'il y a un grand débat là, qui traverse le pays sur les enjeux d'immigration, avec le discours de politique générale du Premier ministre, avec les propos du ministre de l'Intérieur. Concrètement, l'enjeu, l'immigration, est-ce que ça peut être aussi une clé, un levier pour permettre à ces personnes qui ont quitté leur pays, souvent dans des situations dramatiques, de pouvoir prendre pied, avoir un emploi et s'intégrer donc? C'est une excellente question parce qu'on a déjà la situation. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui avaient un titre de séjour et leur renouvellement n'avance pas. Il est bloqué en préfecture depuis des mois. Alors qu'ils sont salariés chez vous. Alors qu'ils sont salariés. Et donc dans ce contexte, on a déjà le phénomène avec des personnes qui sont sur notre territoire, qui ont un job, un CDI, et pour lesquels le renouvellement est compliqué. Et pour autant, dans ces métiers vraiment très en tension, oui, il faut qu'on puisse aller chercher des compétences en dehors du pays. Certains pays comme le Canada on avait cette pénurie beaucoup plus forte encore que chez nous, parce que taux de chômage d'à peu près 2%. Ils n'ouvraient pas beaucoup les frontières au Canada. Ils l'ont fait sur nos métiers. Oui. Parce que sinon, les personnes très largement d'ailleurs. Mais oui, qu'est-ce qu'on veut comme société? Est-ce que demain, on veut arrêter de bosser pour s'occuper de ses parents âgés parce qu'il n'y a plus d'auxiliaire de vie? Oui, vous soulevez, on n'a plus le temps, mais vous soulevez l'autre sujet pendant. C'est-à-dire que si on n'a pas d'auxiliaire de vie, on devient aidant et l'entreprise doit mettre la main à la poche. Exactement. Ça, c'est un vrai sujet. C'est passionnant et on en fera peut-être un débat d'ailleurs de cette espèce d'équation un peu complexe. Merci Jean-François Auclair d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Directeur général d'O2 qui appartient au groupe WeCare. On se retrouve en 2035, peut-être avant, quand vous serez leader mondial. Merci, c'était un plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour vos messages, vos réactions évidemment. Je vous retrouve très prochainement. Merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Merci Héloïse au son. Merci à Nicolas Juchat à la programmation. Et merci à notre ami réalisateur Andrel à la réalisation. Voilà, j'ai été complet. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.